Le burn-out, cette toute petite mérule qui peut vous ranger de l'intérieur, mais qui, à contrario, peut être une occasion de transformation extraordinaire, à condition de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Le docteur Résimon, moi-même et nos patients ont aimé nous présenter à 4 l'un à côté de l'autre dans cette vidéo, mais Zoom en a décidé autrement, nous parlerons donc séparément. Qu'à cela ne tienne, vous allez voir, les témoignages patients sont vraiment top. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est du live qui ne se refait pas deux fois. Donc, nous vous envoyons bonne découverte. Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du burn-out, ce phénomène qui n'est pas une maladie psychiatrique. Alors, nous sommes ici réunis à 4 avec le docteur Résimon de Bruxelles, moi-même naturopathe énergéticienne et 2 patients témoins. Alors, je vais peut-être vous laisser à chacun la chance de vous présenter. Stéphane, je te donne la parole en premier. Voilà, donc je suis le docteur Résimon et donc je suis nutritionniste et hormonologue. Donc, c'est-à-dire qu'après ma médecine, j'ai fait plein de formations. J'ai fait le RL, la chirurgie cérvico-faciale, l'acupuncture et ça, et j'ai fait la nutrition et l'hormonologie. Et ben, je vais vous entretenir ultérieurement de mon expérience et donc de mon point de vue quant à la prise en charge efficace, rapide du burn-out. Très bien, merci Stéphane. Véronique, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Véronique Van de Waal, j'ai 46 ans et brièvement, je fais un travail administratif et je suis également passionnée par tout ce qui est soins énergétiques. Voilà, pour faire bref. Très bien. Thierry? Voilà, bonjour, je m'appelle Thierry Van Copenol, j'ai 60 ans, je suis entrepreneur et je suis tombé en burn-out en 2015 suite à mes activités. Voilà. D'accord. Alors, mais pour moi-même, de mon côté, je suis naturopathe, nutritionniste et énergéticienne. Et nous avons décidé de monter cette vidéo pour vous parler de différents aspects. Premièrement, de la partie médicale du burn-out avec le docteur Stéphane Résimon que nous avons la chance d'avoir avec nous. Et ensuite, en tant que naturopathe, je vous parlerai de la partie micronutritionnelle et de la partie gestion du stress de ce phénomène. Voilà, Stéphane, je te laisse commencer sur la partie médicale. Ok. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, ça découle de quoi? Ben, ça découle de ce que j'ai appris pendant mes études de médecine. Et ça date déjà, parce que j'ai fait la médecine en 85, ça fait 35 ans. Et je peux vous dire que si je n'avais pas mis à jour mes connaissances depuis lors, ben, je veux dire, ce serait une catastrophe. Donc, il faut toujours, les choses évoluent en médecine, il faut se tenir à jour et savoir intégrer les nouvelles choses à ce qu'on connaît déjà et faire la sélection des choses à rejeter, à oublier et des nouvelles choses à acquérir. La médecine, le problème, c'est que les connaissances, quand elles sont prouvées par des publications, etc., ça met entre 20 et 30 ans pour être acté dans les mœurs, donc dans la pratique médicale. Donc, quand on a des choses prouvées maintenant, ben, vous pouvez espérer que votre médecin traitant les applique dans 20 à 30 ans, même si elles sont archi correctes, archi justes. Donc là, on a un énorme problème. Et c'est un peu pour ça qu'en médecine fonctionnelle, on se fait, je veux dire, on se fait critiquer, c'est qu'on est un peu sur la balle. Et donc, on met en place des traitements pour nos patients qui sont incompris des médecins non recyclés. Et bon, alors, en gros, le burn-out, si j'étais resté sur mes connaissances médicales qui datent d'il y a 35 ans, eh bien, ce serait repos, donc arrêt de travail, 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans, voire plus. J'ai des burn-out qui sont présents depuis des années. Ce serait anxiolytique, hein, des benzodiazépines qui nous shootent comme des zombies en journée, type Lysianx et autres. Ce serait somnifère, ce serait antidépresseur. Et ça, c'est le traitement standard du burn-out, qui existe depuis toujours et qui malheureusement est encore le traitement standard appliqué par 99 ou 99% des médecins actuellement. Ce qui est un vrai scandale. Le burn-out, c'est pas un antidépresseur qu'on traite, c'est pas qu'un anxiolytique, c'est pas qu'un arrêt de travail uniquement, ça peut être uniquement ça, en disant ça va passer. C'est en étant incisif et en traitant la cause du burn-out. Et là, je vais y revenir maintenant. Voilà.
Maintenant, il y a une dimension, le burn-out, pour moi, il y a deux parties. J'ai essayé de simplifier ça très fortement. Il y a deux parties. Il y a la partie, je dirais, émotionnelle, la partie psychologique ou psychiatrique, comme on veut. Donc, c'est le patron qui est harceleur, qui pousse, qui presse comme des citrons ses employés, qui envoie des mails le soir, qui oblige ses employés à travailler le week-end, etc., etc. Et bien, il faut avoir le courage parfois de se dire, j'ai changé d'employeur, j'ai arrêté de me faire détruire. Donc, le médecin traitant, en effet, peut donner un congé maladie, c'est licite, si c'est de là que vient le burn-out du patient. Mais comme vous savez, une jambe cassée, on ne traite pas une jambe cassée avec un plâtre ou des béquilles toute la vie, on la traite pendant un petit temps, quelques semaines, et puis c'est fini, elle est réparée la jambe. Et donc, quand on traite un burn-out pendant des mois, des années, pas arrêt de travail, je me dis qu'il y a un problème, il y a un énorme problème là derrière. On peut aussi avoir un burn-out parce que ça ajoute aux problèmes de travail, des problèmes à la maison. Hein. Imaginez, on héberge la belle-mère. Hein, l'épouse a dit t'inquiète, chou, c'est pour 2-3 semaines le temps qu'elle se retourne, ou un mois. Et puis la belle-mère harcelante est encore là 2 ans après. Ben, il faut avoir le courage de virer la belle-mère. On peut aussi être en burn-out parce que, outre le travail, la belle-mère qui est imbuvable à la maison, on a également des gosses qui sont hyperactifs, trouvent de l'attention, donc qui sont comme des fous à la maison. Ben là, il faut quand même savoir se remettre en question. Si vous nourrissez vos enfants avec des tartines choco, de l'avoine comme les ânes les chevaux le matin, il y en a qui font ça, c'est depuis une trentaine d'années. Si vous nourrissez vos gosses avec des chocopops ou des Kellogg's, ben, vous allez chercher ce que vous avez semé. C'est normal que vos gosses soient dans cet état-là. Et donc, il faut savoir le courage d'aller voir quelqu'un de compétent, de changer l'alimentation de ses gosses. Alors, ce sont 3 exemples que je donne, mais c'est à l'infini. Un burn-out, il y a souvent une raison principale, mais aussi des raisons connectées. Mais là, c'est l'aspect émotionnel, c'est l'aspect relationnel, c'est l'aspect gestion de vie. Et moi, là, je ne suis pas du tout psy. Moi, je suis plutôt un chimiste de la médecine. Et donc, moi, ce que je vais développer ici, c'est la deuxième partie, qui est la partie chimique. Alors, chimiquement, un burn-out, ils ont tous des symptômes qui sont typiques. Ils ont plus de motivation, ils ont plus de mémoire, ils sont plus concentrés, ils ont plus de joie de vivre, ils ont plus de libido, ils sont repliés sur soi socialement. Donc, ils ont tous les signes-là, ils sont systématiques. Allez, j'ai 9 fois sur 10, et c'est des signes de manque de dopamine cérébrale. C'est quoi la dopamine? C'est un neurotransmetteur. C'est une substance qui, dans le cerveau, envoie des messages. Et quand la dopamine est insuffisante, on a les signes que je viens de citer. Et cette dopamine provient de la tyrosine, qui est un acide aminé. Donc, les protéines ont des briques qui s'appellent les acides aminés. Et malheureusement, le cerveau ne prend cette brique que dans les protéines du repas du matin. Donc, si vous mangez le matin rien de café, des tartines choco, des tartines plastiques avec, je sais pas moi, un pseudo fromage qui ne pourrit pas ou de l'avoine comme les ânes, mais il ne faut pas vous étonner d'être dans cet état-là psychiquement, burn-out ou pas burn-out. Hein. Donc, cette manque de dopamine fait également partie souvent du tableau de la dépression. Et c'est pour ça qu'on les confond. On se dit, bon, quelqu'un qui a tous ces caractères-là, repli sur soi, pas de motivation, plus de joie de vivre, c'est un dépressif. Eh bien non, c'est peut-être pas un dépressif. Ou bien, alors, il y a encore un autre neurotransmetteur qui est souvent déficitaire dans les burn-out, comme dans la dépression, c'est la sérotonine. On sont des gens qui sont irritables, en frustration, qui ne savent pas s'endormir, qui sont irritables, qui se jettent sur le chocolat, l'alcool, la cigarette. Et c'est vrai que dans la dépression, la sérotonine est dans 100% des cas déficitaire. Mais le burn-out, une dimension en plus par rapport à la dépression, qui est la dimension épuisement de la surrénale. Alors, c'est quoi la surrénale? Ce sont 2 petites glandes qui se trouvent au-dessus des reins dans le ventre et qui sécrètent une bonne quarantaine d'hormones différentes. Je dis bien 40 hormones différentes. Ça va de l'adrénaline, quand on est fâché, qu'on nous attaque, l'adrénaline monte, on se défend. Il faut savoir que dans la première phase du stress, on a une décharge adrénergique par la surrénale qui fait qu'on a un stress, on se défend, on est à l'attaque, on va se bagarrer contre ce stress pour le résoudre. Et puis, après cette phase adrénergique, survient la phase cortisol. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, en gros, j'ai un gros souci, j'envoie du cortisol dans le sang, de la DHA aussi d'ailleurs. Et puis, le stress redescend, restressé, hein, le patron chiant, il restresse. La belle-mère qui remet une couche à la maison, les gosses qui pètent un câble parce qu'ils sont nourris comme des ânes. Et finalement, ben, on en arrive à un moment donné où la surrénale est épuisée. La surrénale, le cortisol, elle ne sait plus le synthétiser.
Et là, on a la DHA, le cortisol qui chute en même temps. C'est la phase d'épuisement, la phase réelle burn-out. Avant, c'était le burn-in, donc ça, c'est le burn-out. Et donc, cette phénomène à plat, pas de cortisol. Il faut savoir que le cortisol, c'est pas que le stress, c'est également l'énergie et c'est également la douleur, l'inflammation. Donc, quand tu as un manque de cortisol, qu'est-ce qui se passe? On ne produit plus d'énergie. Les mitochondries, qui sont des centrales électriques qui nous fournissent l'ATP, la molécule qui fait qu'on a la pêche, le dash, qu'on fait de l'énergie après les aliments, eh bien, elles dysfonctionnent. On a un blocage mitochondrial. Et qu'est-ce qui se passe? L'énergie chute, on est vidé, crevé. On ne sort plus de son lit, on reste dans son lit le matin, on est encore le soir, et on n'en sort plus. Alors j'exagère, c'est schématique. Le burn-out, ce n'est pas toujours comme ça, mais ça peut être jusque-là. Et là, évidemment, si vous avez un médecin qui vous traite un manque de cortisol par antidépresseur, somnifère, anxiolytique, ben, je veux dire, il vous enfonce. Il vous enfonce. Et il va vous faire rester en burn-out 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. C'est un scandale. Et le cortisol, bon, je vais en reparler après, comment prendre en charge ceci. Alors, dans le burn-out, en fait, on se rend compte qu'on a très souvent, au départ, une fuite à un manque de magnésium. Donc, le magnésium, quand il est bas, on a des crampes, on est fatigué, on fait un effort physique, on le paye immédiatement, on met des heures pour devoir récupérer. On peut avoir des crampes, des fasciculations, des palpitations, des hausses de tension également. On ne dort plus, hein, il faut du magnésium pour dormir, mais il faut du magnésium le matin pour la pêche. Et en fait, lorsqu'on est stressé, il y a un mécanisme qui fait que l'adrénaline de la surrénale monte dans le sang. Et cette noradrénaline tape sur des récepteurs cellulaires qui font que le potassium rentre dans le muscle pour les contractions du muscle. Je me défends, je suis tendu. Et en réaction à ça, le muscle relâche du magnésium. Le magnésium monte dans le sang et les reins qui disent « Oh là là, trop de magnésium », ils filtrent le magnésium dans les urines. Donc, le stress engendre une fuite urinaire de magnésium. Et donc, le meilleur traitement, le plus simple qu'il y ait, mais ça, tu vas en parler tout à l'heure, c'est de donner du magnésium à forte dose. Ces gens qui sont désolé, je suis allé trop loin. Je vais revenir à mes hormones. Voilà. Je peux dire que le cortisol, dont on peut parler abondamment après, il faut du magnésium pour synthétiser. Il faut aussi du fer, donc on en parlera tout à l'heure. Et alors, bon, biochimiquement, comment est-ce que je prends en charge un burn-out? Eh bien, je réapprends au patient à manger. C'est assez étonnant. Mais si le patient ne mange rien le matin, j'explique qu'il doit mettre de la viande, du poisson, des œufs le matin. Sans ça, je ne sais rien faire. Mais pour l'aider au départ, je vais donner la tyrosine, cet acide aminé qui va devenir la dopamine, la noradrénaline cérébrale, la pêche, et qui va devenir également les hormones thyroïdiennes. Donc on comprend déjà ici que si le patient mange mal le matin, non seulement il y a un risque de burn-out accentué, s'il a passé le magnésium, il y a un risque de burn-out accentué, mais également si ce patient ne mange pas le matin, faute de tyrosine, il va être également en hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, c'est l'épuisement, c'est la prise de poids, c'est la frilosité, la perte de cheveux, etc. Donc on voit déjà que le burn-out, ce n'est pas que le cortisol, c'est beaucoup plus de choses. Il faut prendre toujours tout le système dans son ensemble. On ne traite pas une panne de voiture en ne mettant que de l'huile. Il faut peut-être parfois mettre de l'eau également et de l'essence. Alors, point du cortisol, l'alimentation, mais également, il faut que cette tyrosine, cet acide aminé, la bride contre des protéines du matin deviennent dopamine. Il faut encore plein de machins. Ces machins s'appellent des vitamines. Ça s'appelle la B6, la B9, la B12, ça s'appelle le magnésium, le fer. Donc et la vitamine D également. Voilà. Donc, on ne sort pas quelqu'un de burn-out sans monter la dopamine cérébrale. On ne sait pas la monter sans que toute la chaîne de synthèse de dopamine soit apte. Donc, protéines le matin. Si le patient ne veut pas, j'en ai un tous les 5-6 mois, manger une protéine le matin, je lui mets de la tyrosine à forte dose. Enfin, je le fais d'office dès le départ. Et puis, éventuellement, il continuera toute sa vie. Je commence en général par 2 grammes. Et donc, ça remplace en fait ses œufs, son steak, sa dinde, son poulet du matin. Et donc, il faut que des B9, B12 soient des taux santé. Donc, les taux santé, je le répète, ce n'est pas les taux qui sont inscrits sur la colonne de droite d'une prise de sang. Ça, ce sont des taux statistiques qui comprennent en général entre 60 et 90, 80% de gens malades. Donc, quand un médecin vous dit votre B12 est à 300, elle est normale, madame, vous levez, vous changez de médecin. C'est-à-dire qu'il ne connaît plus sa médecine. Même chose, on peut dire pour le fer, pour tout. Hein, c'est ainsi qu'une femme qui a des règles abondantes qui perd du fer, elle aura une ferritine à 30-40, vous avez un médecin qui vous dit c'est bon madame, de nouveau il est à côté de la plaque. Un fer à 30-40,
c'est beaucoup trop bas, on perd ses cheveux, on est fatigué, on s'inspire de cortisol. Donc il y a plein de paramètres à tenir compte quand on veut optimiser un neurotransmetteur. Alors maintenant, je vais attaquer donc, la partie neurotransmetteur, donc protéines matin, les cofacteurs. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais en parler pendant 2 heures. Alors, je vais attaquer le problème de la surrénale. C'est 2 glandes qui sécrètent quand même une bonne quarantaine d'hormones différentes qui vont de l'adrénaline, l'aldostérone. L'aldostérone, quand on n'a pas assez, les reins ne retiennent plus le sel et l'eau suit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait pipi beaucoup, on a une hypotension, on ne tient plus debout. Donc, hypotension, aldostérone. Ce sont des gens également qui disent typiquement, docteur, je réfléchis mieux quand je suis couché que debout. Je dois me coucher pour que mon esprit soit clair. Et il y a une autre hormone surrénalienne qui est très proche de l'aldostérone qui s'appelle le cortisol, qui donne également une fuite urinaire de sel et d'eau lorsqu'elle est trop basse. Et c'est pour ça que les burn-out sont souvent également des hypotensions. Et ce cortisol, alors comment le faire monter? Il faut sa chaîne de synthèse. Donc il faut assez de fer, il faut assez de magnésium, il faut assez de plein de choses, mais assez de vitamine C. Mais également, on peut l'aider en phytothérapie. En phytothérapie, on peut penser par exemple au bourgeon de cassis, hein, ça marche vraiment pas mal. On peut penser à des plantes adaptogènes qui stimulent la surrénale, telles que le Shisanara, la Ashwagandha. On pense aussi au rhodiola. Enfin, il y en a toute une flopée. Moi, ma première hit parade, c'est l'Ashwagandha, qui a un effet spectaculaire. Très souvent, cette ashwagandha monte le cortisol lorsqu'il est trop bas et, entre guillemets, le fait baisser lorsqu'il est trop élevé. Donc, c'est une plante qui va régler le cortisol. En cas de stress, cool, et en cas de manque de cortisol, elle va faire monter. Mais elle a plein d'autres effets positifs. Elle relance la thyroïde, elle fait mieux dormir. On prend de la ashwagandha le soir, on a un bon effet au niveau du sommeil. C'est une plante qui a également des effets préventifs cancer, prise de masse sèche musculaire. Voilà, c'est une plante magique. Mais certains sont plus partants pour le rhodiola. Moi, je suis moins partant. Et de nouveau, en médecine, il faut mieux donner un cocktail de traitement qu'un traitement. Moi, je préfère avoir un cocktail avec plusieurs plantes. Alors, également, pour faire monter le cortisol, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner le cortisol, tout simplement. Alors, le cortisol, c'est une hormone diabolisée. Tout le monde a peur de ça. Docteur, je vais grossir, une rétention d'eau, j'ai gonflé. Eh ben non, sans cortisol, madame, vous serez morte comme la table en dessous de votre ordinateur. Sans cortisol, la vie s'arrête, tout simplement. Et le burn-out est un état de pré-mort clinique. En fait, quand il n'y a plus de cortisol du tout, dans les 2 jours qui suivent, on est au cimetière enterré. Donc le cortisol, ce n'est pas une hormone méchante, c'est une hormone très gentille, elle nous fait vivre, et c'est elle qui nous donne l'énergie, c'est elle qui permet de combattre le stress, c'est elle qui fait qu'on a pas mal moins mal quand on se blesse, c'est elle qui, lorsqu'elle est basse, fait qu'on a une fibromyalgie, soi-disant une pathologie inguérissable, et c'est elle qui fait également qu'on est trop basse, qu'on a ce qu'on appelle la syndrome de fatigue chronique, pathologie qui n'existe pas, il y a toujours des raisons. Donc pour revenir à ce cortisol, alors, il y a le cortisol très anti-inflammatoire qui est la méthylprète. On a un cortisol très énergétique qui est l'hydrocortisone, qui est bioidentique, et on a une cortisol qui est un peu à cheval entre les deux, qui est la prénisolone. Et dans le cortisol, il faut souvent viser la partie, le cortisol énergétique, qui est l'hydrocortisone, qui n'a une durée de vie que de 4-5 heures, donc il faut le splitter, il faut en prendre un peu le matin, un peu le midi, un peu l'après-midi. Alors, en combien de temps est-ce que ça agit? 24 à 48 heures. Donc, on a la réponse dans les 2 jours qui suivent, est-ce que ça marche ou pas? Donc, le patient sort de son burn-out, en général, peut-être pas à 100%, mais il sent vachement mieux déjà au bout de 2 à 3 jours. C'est spectaculaire si on traite bien. Donc, ce n'est pas que du cortisol pour le burn-out, je répète, le burn-out, c'est plein de choses. C'est la thyroïde, c'est les neurotransmetteurs, c'est des déficiences micronutritionnelles, mais le cortisol, si on veut que son patient soit au boulot 3 jours après et ne soit pas en arrêt de travail encore 5-6 ans, c'est le cortisol qui sort le patient de ce boulot. Et c'est au médecin à adapter son traitement en fonction de sa réponse clinique. Donc, en fait, le cortisol, ça peut tellement bien marcher qu'on est trop speed, on a envie de faire la fête toute la nuit, ben là, on diminue le dosage. Et la répartition, c'est purement clinique, c'est le patient qui sent ce que ça donne. Donc, ça peut aller de 5 mg le matin à 20 mg, ça peut aller de 5 à 10 le midi, ça peut aller de 0 à 5 à 17 heures. Donc le cortisol, c'est ça qu'il faut donner, l'hydrocortisone, quand on va. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'en hormonaux, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donner du cortisol au long cours, moi perso, je suis sous cortisol depuis 25 ans. Oui, je suis gros rétention d'eau.
les génésaux qui cassent, évidemment. Bien évidemment, il faut toujours un équilibre. On ne peut jamais donner de cortisone si la DHEA est basse. Chez une femme, malheureusement, on ne peut pas donner de DHEA si les oestrogènes sont bas. Si on attrape du poil au menton, on perd ses cheveux. Et si on donne des oestrogènes, il faut que la progestérone soit bonne. Donc ça, il faut vraiment avoir un médecin hormonologue pour équilibrer tout ça. Mais je veux dire, un traitement par cortisone énergétique pendant 15 jours, 3 semaines, ça n'a jamais tué personne. Et c'est pas ça que donner de l'ostéoporose. Donc on peut franchement simplifier et faire ça. Mais maintenant, si on continue le traitement au long cours, mais là, on doit vraiment viser les autres hormones. Alors, combien de temps il faut continuer? Mais ça dépend. Alors, un petit jeune de 20-25 ans qui est des surrénales, qui ne demande qu'à redémarrer, ben, ça peut souvent très bref. Mais des papis, des mamies comme nous, qui ont plus de 40, 50, 60 ans, parfois c'est à vie. La surrénale, ben, désolé, elle est un peu cuite, elle est un peu fibrosée. Et comme je le dis, en général, dans les hormones, on ne fait pas pleurer une pierre. Donc, des ovaires qui sont morts ou des surrénales qui sont mortes, même en faisant une prière devant le prophète Allah ou devant la Sainte Vierge Amour, ça ne marche pas. Il faut donner ce qu'elle ne sait plus sécréter. Et donc, ce cortisone, parfois c'est à vie, mais ça dépend de l'évolution du patient. Donc, on diminue le dosage, et puis, à un moment donné, si le patient a la super forme, tout va bien, on peut essayer de l'arrêter, de voir ce qui se passe. Est-ce que, Cécile, j'aurais oublié quelque chose? Stéphane, peux-tu nous expliquer la différence entre dépression et burn-out qui sont tellement souvent confondus? On a plein de patients avec des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs, alors qu'on sait très bien qu'il y en a une bonne partie là-dedans qui sont en burn-out et non en dépression. Mais quelle est la différence entre les deux? Mais, en fait, le problème, c'est que les médecins ont à leur disposition quelques molécules chimiques et ils ont des réflexes. Alors, moi, j'ai encore vu il n'y a pas longtemps un autiste traité par rilatine, une amphétamine. Je ne sais pas si on imagine la stupidité. Déjà que de la rilatine, pour un gosse qui était TDAH, bon, soit c'est pas très malin, hein, puisque ça ne guérit pas. Mais voilà, un médecin, dès qu'il voit un dysfonctionnement d'un patient qui n'est pas hypertension, cholestérol ou autre, il dit sepsie. Donc, en gros, on va vous calmer, madame. Voilà un anxiolytique, du Lysinxia ou autre chose. Vous dormez mal, ben voilà donc médecine sous le bouton. Un symptôme, un médicament. Vous dormez mal, un somnifère, et c'est de la dépression, et vous terminez avec du Prozac, citalopram, Cymbalta. Et malheureusement, toutes les pathologies, j'irais, où il y a l'aspect un peu psychique, passent à la trappe et on file les mêmes traitements, anxiolytiques, antidépresseurs. Ce qui est scandaleux, parce que moi, j'ose le dire, hein, on enfonce les patients en burn-out quand on donne ce genre de truc. Alors maintenant, la différence, c'est qu'on peut avoir une dépression réactogène. Donc en gros, on perd son papa, on perd sa maman, on perd son boulot, on fait faillite, on se fait plaquer. Bon, on est mal pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et bien, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, donner un antidépresseur pendant 3 semaines. Et puis c'est fini. C'est fini. Mais moi, je vois des patients qui font des antidépresseurs depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. Est-ce que ça vous aide? Non, je suis en dépression. Ils ont tous les signes de dépression qui sont là, on leur file ça. Mais pourquoi vous prenez ça alors? Mon psychiatre, mon médecin, il dit de le prendre. Mais si ça ne marche pas. Non, non. Et donc, le problème, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des dépressions réactogènes. Alors, on peut avoir des dépressions, encore comme j'ai vu une dame en urgence le week-end passé, ça lui tombe dessus comme ça. Voilà, elle tombe en dépression alors que tout va bien, elle gagne sa vie, elle a un chouette mari, elle fait du sport, tout va bien, elle tombe dessus. Probablement en rapport avec un problème du passé, donc un traumatisme de l'enfance qui ressurgit. Et elle est venue en urgence, je ne vais pas filer d'antidépresseur du tout. Et je sais qu'elle va mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Simplement, la dépression, c'est le signe de dopamine, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'était aussi le manque de noradrénaline cérébrale fatigué, mais c'est également, surtout, le manque de sérotonine. Alors, donc, sérotonine, c'est irritabilité, compulsion, trouble du sommeil, et alors qu'on n'a pas cet épuisement surrénalien qui fait suite à un harcèlement. Et donc, en interrogeant le patient, on sait le savoir. Le burn-out, c'est l'impression que le patient, c'est qu'on prend la gorge, il étouffe, il a besoin d'air tellement il est pressé, il est harcelé par tout le monde, au boulot, à la maison, etc. Et là, il faut penser au cortisol dans ces cas-là. Et alors, il y a des questions à poser. Donc, il y a à peu près 35 questions à poser à ces patients-là. Et il va répondre en moyenne, en burn-out, à 25, 30, 35 points positifs pour le cortisol. Alors qu'ici, là, en dépression,
il va répondre à 2, 3, 4 points positifs, mais ce n'est pas significatif. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as très bien répondu à ma question. Maintenant, tous ces médicaments, ces molécules chimiques qu'on donne en cas de burn-out alors qu'il s'agit d'une dépression, quel effet est-ce que ça a pour toi sur les intestins? Parce que c'est quand même là, finalement, que sont fabriqués la majorité des neurotransmetteurs dont on parle. Alors voilà, bon là, on peut aller un étage plus loin, mais non, comme tout le monde le sait, on a deux cerveaux. On en parle depuis des années, et une partie du cerveau se trouve dans l'intestin, dans le mésentère. On a 20 à 30% des neurones, donc cellules du cerveau, qui sont pas dans le cerveau, qui sont en bas, dans l'intestin. Et comme je dis toujours, quand l'intestin est pourri, le cerveau est pourri. Donc on ne sait pas traiter une dépression. C'est impossible de tirer quelqu'un de dépression s'il a un intestin pourri. Et d'ailleurs, on le voit quand les patients rechutent dans leurs problèmes intestinaux qu'on appelle la dysbiose. C'est la dysbiose. C'est des patients qui ont des crampes, des ballonnements, diarrhée, constipation. Ça, c'est ce que les médecins imbéciles appellent côlon irritable, côlon spastique. Côlon irritable, donc, comme je dis toujours, c'est comme si on pouvait imaginer qu'on avait avec une petite plume chatouiller l'intestin de l'intérieur. C'est un terme complètement qui me hérisse le poil. Non, ces patients-là ont une mauvaise flore. C'est pour ça qu'ils ont mal au ventre. Et ce n'est pas avec du Buscopan, du spasmodique, un spasmodique qu'on va les guérir. On ne traite pas une rage de dents avec l'aspirine, on traite la carie. Et ces patients, en fait, ils ont une mauvaise flore. Or, cette flore sécrète 90%, 90% de la sérotonine. Et sécrète également 60% de la dopamine et 50% du GABA. Le GABA, c'est cette molécule qui fait qu'on est cool, relax, on n'est pas stressé, on ne doit pas prendre de somnifères pour dormir, on ne rumine pas la nuit. Et donc l'intestin, lorsqu'il est enflammé à cause d'une mauvaise flore, ça peut être des bactéries produisent de gaz, ça peut être des champignons qu'on appelle un candida albicans, ça peut être un mix des deux, eh bien on a une chute des neurotransmetteurs. Mais également, le problème qu'on a, c'est que quand on a un candida albicans, un champignon dans l'intestin qui prolifère, une candidose, cette candidose mange le cortisol. Donc, on a des taux de cortisol qui chutent chez les candidoses. Donc, ces patients-là, si en plus on les stresse au boulot, ils sont en burn-out tout de suite. Et donc, les retirer du boulot, oui, c'est une idée. Mais traiter leur intestin, c'est une vachement meilleure idée. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en candidose, le patient? Il y a 9 chances et demi, il y a 98 chances sur 100, donc j'ai 98 chances sur 100 qui sont hypothyroïdiens. L'hypothyroïdie est la première cause de mauvaise intestinale. La deuxième, c'est le gluten, c'est les faux sucres, c'est le manque de mastication, c'est les produits, le lait Prolevo, qui est fait Prolevo. Alors, il y a d'autres causes comme les FODMAP, l'hystéminose digestive, bon, qui sont plus rares. Mais donc, quelqu'un qui mange des tartines, des sandwichs, des pâtes au blé, de l'avoine, des faux sucres, qui se bourrent de sucreries, c'est normal qu'ils soient dysbioses. L'intestin, il crie au secours. Il dit, je vais lui faire savoir que je ne suis pas d'accord. Je vais envoyer des crampes et des ballonnements pour le prévenir qu'il doit changer son alimentation. Et donc, nous, en tant que nutritionnistes ou médecins ou médecine naturelle, tout ce qu'on veut, il faut traiter la flore intestinale dans les dépressions, dans les burn-out. Également, donc, vous voyez que le burn-out, un patient va chez son médecin, une patiente, docteur, je suis en burn-out. Bon, déjà, il faut se méfier du terme. Moi, 95% des gens qui disent qu'ils sont en burn-out, ils sont pas en burn-out, ils sont simplement fatigués. Ils n'ont pas dormi assez, ils ont passé de mélatonine, enfin, et donc, j'ai même des chômeurs qui me disent qu'ils sont en burn-out. Donc c'est un terme qui est galvaudé. Donc déjà, il faut remettre le diagnostic en question. Le burn-out, c'est pas ça. C'est bien plus important que d'être simplement fatigué parce qu'on en a marre de bobonne ou bien parce que voilà, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc le problème en médecine classique, pouce-bouton, je suis en burn-out, le médecin pose 2 questions. Ah ben oui, voilà, je vous fais un certificat d'arrêt de travail pour 3 mois. Et puis voilà un Loramed pour dormir. Et voilà du Lysalgia à prendre en journée pour vous calmer. Et puis reposez-vous. Voilà. Ça prend 5 minutes. Il taxe le patient de 40 à 60 euros. Et puis le patient, il va consulter 10, 15, 20 fois. Et puis quand il vient en médecine fonctionnelle, ça lui coûte 300, 400 euros. Il vient qu'une fois et il trouve que c'est trop cher. On a tendance à traiter les causes du problème. Voilà. Ok, merci Stéphane.
Voilà, merci Stéphane pour toutes ces explications au niveau médical, chimique et au niveau de la différence dépression-burnout. Nous allons parler maintenant de la prise en charge du burnout, très schématiquement faire un résumé au niveau de la micronutrition et puis ensuite de la gestion du burnout au niveau de la prise en charge du stress et des émotions. Alors, la micronutrition, c'est quoi? C'est la nutrition qui, en fait, prend en compte toutes les microparticules comme les vitamines, minéraux, oligoéléments dont nous avons besoin pour bien fonctionner. On parle souvent des protéines, des glucides, des lipides, etc., mais il y a d'autres petites molécules qui sont essentielles dans un métabolisme qui fonctionne correctement. Alors, si le docteur Résimond vous a parlé des protéines le matin, donc de viande, de poisson, d'œufs, etc., à la place du pot de choco, c'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement parce que ces protéines du matin sont en fait composées d'acides aminés que vous devez vous imaginer comme ce petit bracelet. Ce sont plein d'acides aminés qui, une fois qu'ils rencontrent les bonnes hormones, les bonnes vitamines, microéléments, minéraux et oligoéléments, qui vont se transformer en neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs dont il vous a parlé également, en résumé, sérotonine pour le bien-être, dopamine, concentration, mémoire, noradrénaline, le kick du matin et le GABA pour la zénitude. Une fois que le patient a suffisamment de sérotonine, c'est ce qui va lui procurer la mélatonine pour le soir, pour bien s'endormir et pour avoir un sommeil réparateur. Alors, ensuite, pour que tout ça fonctionne bien et que ces neurotransmetteurs soient fabriqués correctement, il faut que les intestins soient en ordre. Donc, on traite la dysbiose intestinale. Le premier pas à faire, c'est sans gluten, sans produits laitiers et sans édulcorants. Ensuite, par la phytothérapie, on fait un traitement à large spectre des intestins. Alors, tous les traitements des carences et des cofacteurs, il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement des oméga-3, par exemple, qui sont premièrement anti-inflammatoires et qui vont permettre une élasticité au niveau de la membrane cellulaire, de façon à ce que les micronutriments puissent entrer dans la cellule. Ensuite, les oméga-6 comme l'huile de bourrache. Toutes les vitamines du groupe B, donc la B3, B6, B9, B12, dont les carences sont vraiment importantes. Il y a la vitamine D, il y a la vitamine D3K2 qui va avec pour que le calcium libéré aille au bon endroit. Il y a tout ce qui est carence en zinc et en iode. Il y a la ferritine et le cuivre dans lesquels on ne complémente pas sans avoir une prise de sang. Il y a la tyrosine qui est un acide aminé, donc précurseur de la dopamine et de la noradrénaline dont nous avons parlé. Et il y a le tryptophane qui, associé au 5-HTP, va permettre de rentrer correctement dans le cerveau pour éviter les compulsions glycidiques et permettre un bien-être au niveau cérébral. Alors, nous travaillons beaucoup avec tout ce qui est produits phytothérapeutiques. Oui, j'ai oublié aussi de parler du magnésium. Donc, le docteur Résimond vous en a parlé. Concernant le magnésium, il vous a expliqué ce qui se passe dans le stress chronique avec les fuites de magnésium. Au niveau du magnésium, il est important de le prendre sur une forme qui est particulièrement bien biodisponible. Alors, on parle du glycérophosphate et du citrate. On parle aussi de l'acétyltaurinate, qui est intéressant dans le cadre de problèmes psychiatrique, j'aime pas le terme psychiatrique, mais voilà, quand il s'agit du cerveau. Et ce magnésium, il est important, il est essentiel de le prendre matin et soir pour en arriver à bout. Et puis, bien évidemment, après tout ça, il y a le traitement hormonal, puisque tout ce qui est DHEA, progestérone, progestérone, testo, etc. doivent être en ordre et pour laquelle on travaille en phyto dans un premier stade avec l'ashwagandha et puis ensuite le docteur Résimond prend toute l'hormonologie en charge pour avoir un traitement vraiment équilibré parce qu'il est essentiel que ce soit équilibré à ce niveau-là. Alors, le deuxième axe que l'on prend en charge en naturopathie dans le cadre du burn-out, c'est la gestion des émotions et du stress. Pourquoi? Parce que émotion, en anglais, ça revient à emotion. Emotion, c'est l'énergie du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une émotion positive, elle vous procure l'énergie, elle vous fait déplacer les montagnes. A contrario, quand votre énergie est négative, quand votre émotion est négative, pardon, ça vous plombe littéralement les énergies. Alors, il y a un coach canadien qui s'appelle Marc Gervais que j'aime beaucoup dans sa façon d'expliquer les choses parce qu'il compare les émotions à un maringouin ou à un moustique.
Comme il dit, le moustique, le maringouin, il va se poser sur vous la nuit, il va vous empêcher de dormir et vous faites juste comme ça. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il va vous ruiner la journée. Eh bien, les émotions, c'est la même chose. L'émotion, elle peut arriver très vite lors d'un événement, et soit on fait juste comme ça, mais elle peut ruiner la partie d'une vie après si on n'en a pas pris soin, si on ne les a pas gérées. Comme il dit, un grain de sable dans un moteur, ça peut casser le moteur à long terme. Donc, prenez la peine de décortiquer tout ça, parce que les petites choses d'aujourd'hui font vraiment les grandes choses de demain. Alors, pour gérer ces émotions et ce stress, il y a différentes techniques. Il y a le yoga, que tout le monde connaît. Il y a différentes variantes là-dedans aussi. Il y a la respiration. Alors, les respirations, ça fait toujours rire parce qu'on respire forcément de façon spontanée, sans quoi on ne serait plus là. Seulement, la respiration dont on vous parle ici est la respiration vraiment en pleine conscience qui permet en tous les cas d'éviter le mental de partir dans tous les sens comme les rayons d'une roue d'un vélo, mais à contrario de recentrer le patient sur ce qui est important pour lui. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les soins énergétiques. Dans les soins énergétiques, il y a deux aspects. Il y a la partie technique et il y a la partie analyse. La partie technique, c'est le fait qu'on peut mesurer par des appareils qu'on appelle des électrophotomètres, on peut mesurer l'alignement énergétique du patient. Il s'agit donc des 7 corps énergétiques qui partent du pubis jusqu'au-dessus de la tête. Quand ceux-ci sont bien alignés, l'énergie circule de façon fluide et la personne est en forme. Cet électrophotomètre mesure tout ça en fait sur base des corps subtils du patient qui synthétise en un schéma qu'on peut montrer au patient sur ordinateur. À partir de là, on voit s'il y a un décentrage d'un centre énergétique. Si c'est le centre 2, par exemple, ça peut être un manque de confiance en lui, ça peut être un manque d'estime de soi, ça peut être un manque de confiance dans la vie. Si c'est le centre énergétique numéro 5, ça peut être un problème de communication, quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces analyses une fois qu'on a le graphique sur ordinateur qui montre le décentrage de certains centres énergétiques? Ça permet d'aller beaucoup plus vite, right to the point, ou droit au but. C'est-à-dire qu'un patient qui a un problème de communication, on va travailler en particulier là-dessus. Alors, on travaille premièrement sur le présent, les problèmes du présent, comme vous l'a dit le docteur Résimon, ça peut être la belle-mère, ça peut être le stress au travail, ça peut être le patron qui vous envoie des emails le week-end et qui ne respecte pas le temps de travail, mais ça peut être aussi le passé. Pourquoi le passé? Parce qu'on a tous un passé qui s'est imprégné en nous, dans chacune de nos cellules, comme sur un disque dur. Là-dedans, vous avez les blessures du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, qui, lors d'un événement, peuvent ressurgir. Et c'est comme ça que, suite à certains chocs émotionnels, on a parfois des personnes qui tombent en burn-out de façon violente. Donc, on travaille là-dessus et puis après quelques sessions, ça peut être 3, ça peut être 6, ça dépend du patient, on fait une remesure avec l'électrophotomètre qui nous permet de voir où en est le réalignement du patient et où en sont ces 7 centres énergétiques. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a que si cet alignement est fait que l'énergie peut vraiment circuler de haut en bas et de façon fluide. Parce qu'il est clair dans tout ça qu'un patient qui vous fait une colère ou une crise hystérique que ses proches ne comprennent vraiment pas, oui, il manque de dopamine, de sérotonine, bien sûr, mais il y a du plus profond, il y a des blessures de l'enfance. L'enfant, par exemple, à qui on a dit, étant petit, l'enfant en colère à qui on a dit quand il était petit, monte dans ta chambre, tu sortiras quand tu seras calmé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a littéralement déconnecté de ses émotions. Or, ces émotions, c'est vrai, véritablement son GPS intérieur. Alors, ce GPS intérieur, il faut le retrouver. C'est vraiment essentiel parce que sans ça, le patient, il agit uniquement en fonction de son mental et plus en fonction de son ressenti. Or, l'équilibre des deux est important. Alors, cette analyse, en fait, en énergétique ou psycho-énergétique, ça permet quoi? Ça permet à la personne de se retrouver elle-même et de retrouver qui elle est. Pourquoi? Parce que le bébé qui naît, il est neutre. Le bébé qui naît, il s'en fout pas mal qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune. Il n'a aucune haine contre personne. Il se fout pas mal qu'on soit canadien, européen, mexicain, ça lui est égal. Ce qui va se passer après, quand il va grandir progressivement, on va mettre l'éducation, on va mettre la scolarisation, on va mettre l'environnement, on va mettre la
la culture familiale. Et ce sont toutes des couches qui vont s'ajouter, qui vont faire que la personne n'est plus elle-même au fil des années. Le docteur Hésimond vous l'a exprimé tantôt à propos du patron qui devient infernal et qui met un stress pas possible à son employé, c'est qu'il faut avoir le courage de dire, le courage de s'exprimer face à des situations comme ça. Et quelqu'un qui n'est plus soi-même parce qu'on lui a mis les couches de l'éducation, de la scolarité, etc. dessus, quelqu'un qui n'a plus le courage de s'exprimer comme ça, il enfouit ses émotions, il se déconnecte de ce GPS intérieur et à un moment donné, c'est la bombe à retardement, ça doit sortir. Donc, c'est tout ça qu'on remet en ordre au niveau énergétique de façon à ce que cette énergie circule correctement. Et c'est là, en fait, grâce à cette prise en charge tout à fait complète, premièrement au niveau médical, avec les molécules chimiques qu'il faut, comme l'hydrocortisone, avec l'hormonologie de façon équilibrée, avec la gestion du stress et des émotions, avec la micronutrition, c'est là qu'on se rend compte que le burn-out, au final, peut devenir un shine-out, c'est-à-dire une occasion de remettre les pendules à l'heure, de faire un reset total, de se retrouver soi-même et de prendre un nouveau tournant à 180 degrés. Voilà. Alors, nous allons écouter maintenant Véronique, qui va nous parler de son expérience par rapport au burn-out, et de Thierry, qui va nous parler de son expérience par rapport au shine-out, qui sont littéralement devenus... J'ai bugué. Oui, donc, non. Ok, bon, parfait. Je voulais dire, de leur burn-out, qui sont littéralement devenus deux shine-out, si tu m'as compris. Ok, Véronique, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile. En fait, je suis donc tombée en burn-out fin février 2016 suite à un stress toxique et une surcharge au travail. J'avais déjà eu pas mal d'alertes parce que mon entourage m'avait déjà prévenu que j'étais un petit peu dans le déni, je continuais à travailler, j'étais fatiguée, etc. Bon. Et disons que le mot épuisement ne faisait pas partie de mon vocabulaire parce que j'étais quelqu'un qui vivait à du 100 à l'heure, j'étais quelqu'un de dynamique, de perfectionniste. Donc voilà, je ne l'ai pas vraiment vu arriver, j'étais dans le déni. Jusqu'au jour où, un matin, j'étais incapable de me lever. J'avais une activité que j'aimais beaucoup, que je devais faire pour le travail, incapable de me lever. Donc j'ai été chez ma généraliste à l'époque, qui m'a directement diagnostiquée en burn-out parce qu'elle aussi m'avait déjà donné plusieurs avertissements en me disant que j'étais trop fatiguée, etc. Voilà, donc le diagnostic était fait directement. Par contre, comme traitement, qu'est-ce qu'on m'a prescrit? Du Prozac et du repos. Le Prozac, un antidépresseur, j'ai absolument pas voulu le prendre. Donc, je suis retournée à la maison avec mon certificat et je me suis reposée. Mais ça n'a servi à rien, donc j'ai vu mon état se détériorer de plus en plus jusqu'à un moment où je finissais en fait entre mon fauteuil et mon lit. J'avais plus du tout de vie sociale, j'avais vraiment presque plus de contact avec mes amis, un petit peu oui, mais les sorties étaient très difficiles. J'avais auparavant fait partie d'un groupe de danse folklorique bolivienne. Je n'arrivais plus à danser, moi qui aimais tellement sortir, etc. C'était très compliqué, j'étais vraiment complètement à plat. Donc pendant 2 ans, en fait, chaque fois que j'essayais de reprendre le travail, je retombais chaque fois plus bas. Donc voilà, j'ai accumulé les certificats. Je commençais à me sentir, c'est bizarre à dire, mais vieille. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans. Je me sentais inutile, j'avais pris du poids. J'ai eu beaucoup de symptômes, disons, tant psychologiques que physiques. J'ai commencé à avoir des malaises, j'ai commencé à avoir des tachycardies, des vertiges, des angoisses, des insomnies, ça c'était terrible. Donc la fatigue, en fait, c'était le plus terrible parce que c'est ce qui, disons, m'empêchait d'avoir des activités que j'aimais faire avant, m'empêchait de travailler, de sortir, etc. Aller au restaurant, pour moi, c'était le parcours du combattant. D'ailleurs, je dois dire, je ne leur en veux pas, mais j'ai perdu pas mal d'amis suite à ça parce que les gens, en fait, ne comprennent pas. Ils ne retrouvent plus la personne qu'on était avant. Donc, et ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et donc, les gens commencent à nous fuir, si on peut dire. Donc là, malheureusement, je me suis sentie très seule aussi à un moment donné. Et voilà, donc j'ai continué
mon petit chemin de fatigue, si je puis dire, jusqu'au moment où j'ai trouvé un psychiatre qui était spécialisé en burn-out. Je me suis dit, ça, c'est la solution. Là, je vais... Eh bien que nenni. Du tout. J'ai commencé donc mes consultations auprès de lui. C'était des consultations hebdomadaires et le même discours. Donc chaque fois que j'allais chez ce psychiatre, c'était voilà, il faut absolument prendre un antidépresseur. Alors je disais, mais je ne suis pas du tout en dépression, je suis en burn-out. Je savais quand même que j'étais pas en dépression, pardon. Donc non, non. Chaque fois, il faut prendre un antidépresseur. Si vous ne prenez pas d'antidépresseur, vous n'arrivez jamais à guérir. Bon. Je ne voulais pas jusqu'au jour où j'ai fini par craquer devant son insistance et j'ai pris du Cipralexa, donc qui est un antidépresseur. Je l'ai pris 10 jours et je l'ai jeté à la poubelle. Je pense que j'ai jamais été aussi mal de ma vie en prenant un médicament ou sans médicament. Bref, j'étais vraiment très très mal. Donc j'ai dit ça, c'est fini. J'ai été également chez une psychologue faire des tests cognitifs qui se sont révélés catastrophiques parce qu'en fait, j'avais vraiment le cerveau, j'avais un brouillard mental. J'arrivais pas du tout à faire les exercices. Donc c'était une catastrophe. Je suis sortie de là en pleurant. Et donc j'ai claqué la porte de ce psychiatre au bout de 10 mois de consultations hors de prix qui ne m'ont servi absolument à rien. Et j'avais vraiment perdu tout espoir de guérir. Et en fin de compte, via une connaissance, je suis arrivée chez le docteur Résimon le 29 mars 2018. Je n'oublierai jamais la date. Dans un état pitoyable. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je me souviens d'avoir essayé de faire bonne figure devant lui pour essayer de montrer que j'étais mieux que ce qu'on pouvait penser, mais c'était pas ça du tout. Donc, j'ai été prise en charge par le docteur Résimon. La première consultation qui a duré plus d'1h30, j'ai découvert un docteur d'une gentillesse incroyable, d'une patience incroyable aussi, qui m'a expliqué les tenants et aboutissants du burn-out. J'ai énormément appris. Il m'a aussi expliqué que j'étais vraiment en carence de tous les neurotransmetteurs, en carence hormonale énorme. J'avais des soucis d'hormones féminines aussi. Donc, en fait, j'étais déréglée, complètement déréglée. Donc, le docteur Résimon m'a prescrit un traitement à base de compléments alimentaires, d'hydrocortisone, donc, dont il a parlé, et alors, bon, encore d'autres compléments de DHEA, etc. Et je dois dire que, incroyable, mais vraiment, au bout de 2 jours de traitement, j'allais beaucoup mieux. Spectaculaire, j'avais récupéré une énergie incroyable, j'étais en fait redevenue moi-même. Mais au bout de 2-3 jours, c'était incroyable. Et je me souviens qu'au début de ce traitement, j'avais été à la mer chez mes parents et j'avais proposé à ma maman de faire des courses en ville. Et elle m'avait regardé d'un air ahuri en me disant « Mais tu ne veux pas faire de sieste ?» Et je lui avais dit « Mais non, je ne suis pas du tout fatiguée, je suis en pleine forme. » Parce qu'en fait, pendant 2 ans, mes parents ont eu l'habitude aussi de me voir faire des siestes tout le temps parce que je n'arrivais plus à fonctionner normalement. Donc, ça a été vraiment spectaculaire. Et je dois dire aussi que, ça j'ai oublié de le préciser, j'avais pris aussi, durant mon suivi par ma généraliste, une benzodiazépine du Temesta, parce que je n'arrivais pas à dormir, donc il me fallait quelque chose pour dormir. Donc, c'est ce qu'on prescrit, évidemment. Et je me souviendrai toujours des paroles du docteur Résimon, qui m'a dit « Le sevrage de benzodiazépine est comme le sevrage de drogue dure. » Et franchement, il avait raison. J'ai mis quand même 6 mois à m'en débarrasser, mais grâce à son aide, j'ai pu petit à petit me sevrer, parce qu'on parle vraiment de sevrage dans ce cas-là. Et donc, j'ai commencé à rêver, etc., à récupérer mes rêves, donc à me sentir bien mieux. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Mais oui, en fait, j'avais également, comme je vous ai dit, des problèmes d'hormones féminines. Je pense que ça, il y a beaucoup de femmes qui doivent le savoir quand même. C'est très, très important de les traiter parce que moi, j'ai été suivie depuis mes 17 ans par une gynécologue. Voilà, je ne lui en veux pas du tout, mais qui ne m'a pas donné les traitements adéquats. Et suite à ça, eh bien, je me suis retrouvée avec des kystes aux ovaires, des kystes à la poitrine et des fibromes utérins.
Et je peux vous dire que voilà, c'est quand même important et ça n'a jamais été traité comme il faut. On me disait ah oui, c'est normal, ou j'avais un syndrome prémenstruel, c'était normal parce que je suis une femme. Or, maintenant, grâce au docteur Résimon, j'ai appris que ce n'était pas du tout vrai. Il faut traiter tout ça, il faut remettre tout ça en équilibre. Donc, ça, le docteur Résimon m'a rééquilibré tout cela aussi. Et ça me fait penser aussi à un épisode lors de mon burn-out. J'avais vraiment des crises parfois, j'appelle ça des crises d'hystérie, parce que je n'arrivais plus du tout à gérer mes émotions. J'avais des crises de colère et d'hystérie. J'étais seule chez moi, donc heureusement, personne ne me voyait. Mais je n'ai jamais osé en parler à personne. Mais tout ça était lié à ce déséquilibre, en fait. Donc, c'est très, très important de savoir qu'il faut traiter tout ça. Donc voilà, j'essaye d'être brève, mais ce n'est pas facile parce que mon histoire est longue. Il faut quand même savoir que mon cortisol, dont le docteur Résimon a parlé, dont vous avez parlé, il était vraiment, comme on dit, au ras des pâquerettes, donc j'étais vraiment très très loin. Donc chez moi, c'était d'office l'hydrocortisone. Je pense que là, il y avait pas d'autre solution, mais ça m'a vraiment ressuscité, disons. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de voir le docteur Résimon à plusieurs reprises. Donc, j'ai quand même appris pas mal grâce à lui, ses publications. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'il fait, à la médecine fonctionnelle. Et je dois dire que suite à ma guérison, qui a été assez rapide, j'ai recommencé à avoir des projets, chose qui m'aurait été tout à fait impossible pendant les 2 ans qui précédaient, parce que j'avais plus du tout d'idées, de projets. Là, j'ai recommencé à m'intéresser aux soins énergétiques que j'adorais tellement, mais que j'avais vraiment laissé de côté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai recommencé à prendre des cours, à suivre des séminaires et j'ai même repris des cours du soir en nutrition. Je pense que le docteur m'a passé son virus, tellement je trouve ça intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? C'est que quelque part, le burn-out, je l'ai détesté. Je l'ai détesté pendant 2 ans. Et vous parliez du shine-out, mais c'est vraiment ça, en fait, quand on fait un burn-out et qu'on a la chance d'en guérir, mais après, c'est un fabuleux tremplin pour d'autres projets, pour avancer dans la vie, etc. Donc ça, c'est quand même vraiment important de le dire. Beaucoup de personnes que je connais qui ont eu la chance de guérir ont quand même fait une reconversion professionnelle. Donc, c'est important de le dire aussi. Et je pense qu'en fin de compte, le docteur Résimon a été le seul médecin à me prendre au sérieux, si je puis dire, et à me guérir. Donc, je le remercie infiniment pour cela parce que ça a changé ma vie. Et je sais qu'il y a tellement de personnes qui sont en burn-out. Moi, je connais des personnes qui sont en burn-out durant des mois, 2, 3, 4 ans, sans guérison parce qu'ils ne sont pas suivis. Donc, il y a pas mal de personnes qui me contactent à l'heure actuelle pour que j'essaye de les aiguiller, donc je le fais avec grand plaisir. J'étais à un moment donné dans un groupe Burnout sur Facebook qui m'a beaucoup aidée, c'était pas mal, mais bon voilà, on ne guérit pas, hein, mais j'y suis restée pour essayer d'aiguiller les gens qui sont en souffrance, parce que franchement, il y a tellement de gens en souffrance pour rien. Moi, je dis ça pour rien, parce que on sait maintenant, je le sais, avant je ne le savais pas, en fait, il y a une méconnaissance incroyable au niveau des médecins, au niveau des patients. On pense tous que le burn-out se guérit avec du repos. Mais je me dis, mais mon Dieu, si j'avais dû continuer à me reposer, mais je serais encore toujours en burn-out et peut-être que dans 10 ans aussi. Donc, c'est vraiment pas la solution, c'est un leurre et je pense que ça, il faut vraiment sensibiliser les gens et leur faire comprendre que non, avec le repos, malheureusement, ils ne vont pas s'en sortir, qu'il faut quand même chercher un traitement adéquat. Donc, voilà, c'est un petit peu mon parcours et ce que je pouvais dire. Donc, un grand merci au docteur Résimon. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à lui que j'ai trouvé mon ange gardien terrestre, mais il n'a pas d'aile, mais une blouse de médecin. Voilà, je peux résumer cela comme ça. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, Thierry, c'est à ton tour de nous parler de ton expérience Burnout Shine-out. Je te laisse la parole. Ok. Moi, en fait, c'était aussi un peu le même principe, c'est-à-dire comme je suis indépendant, j'ai dû pendant des années et des années travailler de manière très intense. Donc, j'étais en même temps entrepreneur et je gérais des immeubles, c'est-à-dire des locataires, les rénovations, la réparation, tout ça. Donc, j'étais non-stop, j'étais parti de chez moi et week-end compris. Et jusqu'à un moment où
sur un chantier. C'est un chantier qui se passait relativement mal en 2014. Et donc, c'est un samedi, je me rappellerai toujours, c'était un samedi. J'ai discuté en réunion de chantier avec les clients qui m'avaient fait voir de toutes les couleurs déjà pendant un certain temps. Et je suis sorti de cette réunion. Le client m'avait fait une proposition. Je suis sorti de là. Je suis revenu chez moi. J'ai pris ma moto, j'étais en moto. Je suis revenu chez moi. Je me suis mis au lit et je suis resté 17 heures dans mon lit d'affilée. Et encore, si je me suis levé, c'est parce que j'avais mal de rester couché. Je suis obligé de me lever pour cette raison-là. Donc j'avais vraiment, enfin, j'allais mal, j'étais à plat. J'avais même des idées noires, pas pour passer à l'acte, mais quand je circulais en moto, je passais entre les fils, je me disais, bon, s'il y a un camion maintenant qui fait un écart, eh ben voilà, il me prendra avec et puis ça sera terminé, quoi. Mais pas pour passer avec, j'ai jamais pensé à diriger ma moto sur un obstacle. Ça pas, mais voilà. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je connaissais déjà le docteur Résimond avant, parce qu'il m'avait opéré en tant qu'ORL. Et puis, il m'avait déjà suivi, moi et mon épouse, en médecine fonctionnelle, dans un premier temps. Mais par contre, je suis allé chez lui pour toute autre chose. Je suis allé chez lui pour une sinusite. Donc, j'étais uniquement pour ça. Et puis, de fil en aiguille, avec mon épouse, on a discuté. Le docteur Résimond s'est bien aperçu que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai commencé à pleurer aussi. Et comment dire, il a commencé à détailler, me poser des tas de questions. Et pour finalement, il m'a dit, mais voilà, tu es en burn-out. Et dit, alors il y a moyen, si tu veux, de rester pendant des années et des années avec comment dire, des médicaments. Mais si tu veux, il dit, en 3 jours, tu seras déjà beaucoup mieux. Et alors, il m'a expliqué évidemment ce que c'était un burn-out. Enfin, il m'a expliqué tout. Il m'a donné, donc, principalement, il m'a augmenté mon dosage de DHEA qui était de 25, c'est passé à 50. Et aussi l'hydrocortisone, c'était de 20 le matin, 20 le midi et 10 avant 17 heures. Et là aussi, j'ai géré parce que très vite, je me suis aperçu que les 10, il fallait pas. Donc, et très vite, je suis revenu à la dose matinale avec la DHEA. Donc, et très, très vite, j'ai refait du sport, j'ai pu retravailler parce que ça faisait quand même bien 2 mois, voire 3, que mon courrier restait. J'ai une société, tout ça, mon courrier restait. Je l'ouvrais pas, tout simplement, je l'ouvrais pas. Je faisais absolument rien. Je ne voulais plus entendre quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à revivre, quoi, à retravailler gentiment, mais je me suis aperçu quand même que qu'il me fallait encore autre chose. Donc, je suis allé chez un bioénergéticien avec qui on a travaillé concernant mon passé, et ma vie en général, quoi. Donc, on a résolu beaucoup de problèmes qui m'étaient imputés de mon enfance. Et voilà, maintenant, je me sens vraiment, non seulement très, très bien, mais en plus, je vois les choses de manière différente. Je fais toujours le même métier. Enfin, les immeubles, je les ai vendus. J'ai plus de locataires, mais au niveau des chantiers, je le prends différemment. Je le prends différemment de manière beaucoup plus relaxe, plus de stress. Il n'y a pas de raison d'avoir du stress d'ailleurs. Et de ce fait-là, je me sens beaucoup plus. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'attire d'autres clients. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'attire d'autres clients. J'ai plus de problèmes de paiement. Les problèmes de chantier sont c'est des problèmes normaux de chantier, de gestion de chantier, quoi. Mais c'est tout. J'attire d'autres personnes. Je ne sais pas comment. Donc ça se fait, mais voilà. Donc voilà, et je remercie aussi le docteur Résimond, évidemment. Très bien.
Je crois que dans ce travail que tu as fait, comme tu m'avais dit dans les coulisses, il y avait aussi le fait que tu t'es recentré sur tes valeurs. Parce que le fait, par exemple, de devoir traiter des situations de gens qui ne payaient pas leur loyer, etc., Oui, c'était oui. quelque chose qui, au niveau humain, t'était devenu insupportable. Donc, quelque part, tu as recalibré, redéfini, restructuré ton entreprise pour ne plus avoir affaire à ce genre de situation, mais travailler, te concentrer sur d'autres points. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Comment dire, je devais aller systématiquement rouspéter, harceler les gens pour qu'ils payent leur loyer. Et comme c'était des petits loyers, des gens qui étaient déjà dans des situations précaires, moi, ça ne m'allait pas d'aller. Je savais bien que ces gens étaient déjà à la limite. Oui, théoriquement, ils savaient bien payer leur loyer, mais le moindre petit souci, ne fût-ce que de santé, ces gens ne savaient plus payer leur loyer parce qu'ils devaient forcément acheter des médicaments, des choses comme ça. Et bon, ça ne me correspondait plus. Ça ne me correspondait pas. Je n'avais pas de problème avec quelqu'un que je sentais qu'il était vraiment, qu'il ne voulait pas payer son loyer, tout simplement, parce qu'il n'a pas envie et qu'il faisait le joie, c'est tout. Donc, à ce moment-là, j'étais intolérable. Mais quand je voyais que c'était des gens, j'avais un cas, c'était une personne qui était, il avait déjà une poche à ses intestins. Il avait besoin déjà des soins de façon intense et allait commencer à rouspéter pour des loyers. Et d'ailleurs, quand j'ai vendu les loyers, j'ai dit, je lui ai d'ailleurs même payé son premier, quand j'ai vendu l'immeuble, pardon, je lui ai d'ailleurs payé son premier loyer avec le propriétaire suisse. Donc ça, c'est trop difficile pour moi. Et donc ça, je suis content aussi que mes valeurs ont changé. Je ferai dorénavant ce qui me correspond et pas. Ils ont changé ou tu as retrouvé tes valeurs initiales. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, quand tu dis en énergétique, j'attire un autre type de client, c'est tout simple. C'est qu'on a un certain taux vibratoire et qu'on attire ce qui correspond à notre taux vibratoire aussi. Donc forcément, si toi, tu as fait un travail en énergétique et que tout ça recircule mieux, tu attireras d'autres choses aussi, ça c'est clair. Voilà. C'est vraiment le cas. Mhm. Souhaites-tu ajouter autre chose, Thierry? Pour l'instant, non. Ok. Merci à toi. Merci pour Oui. ce partage. Voilà, alors Stéphane, nous revenons brièvement à la partie médicale. Tu nous as beaucoup parlé du cortisol et du caractère essentiel de cette hormone. Est-ce que tu peux nous parler un peu des dosages du cortisol? Oui, alors le cortisol, donc je réinsiste là-dessus, c'est pas absolument, je dirais, c'est pas, alors quelqu'un qui n'est pas médecin, qui est thérapeute, non médecin, est-ce qu'il peut faire sans? Oui. Je crois que ce qu'il y a de plus puissant après le cortisol, le vrai, c'est les bourgeons de cassis. L'acide glycérique également peut aider. Les plantes adaptogènes également. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de doser le cortisol? Non. Alors c'est un pavé dans la mare, non. Alors le problème suivant, c'est qu'on a plusieurs techniques de dosage de cortisol. Cortisol total du matin, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vois souvent des prises de sang de ça parce qu'une partie du cortisol, une grosse partie est liée à une protéine porteuse qui est le CBG, donc inactif. Est-ce que doser le cortisol libre calculé le matin est intéressant? C'est déjà plus malin. Est-ce que doser des cortisol sur une de 24 heures, ça marche? Parfois oui, parfois pas. Et finalement, les seuls dosages qui sont pertinents, c'est le dosage salivaire étagé sur la journée. Donc, on dose le cortisol au lever le matin, on fait le quart, donc c'est la réponse qui a lieu dans l'heure qui suit, le cortisol doit monter dans certains niveaux. Pardon, excusez-moi, le cortisol doit diminuer d'un certain pourcentage, doser le cortisol à midi à 5 heures. Alors, ça a un intérêt, mais on se rend compte que le problème, c'est qu'on peut avoir un cortisol élevé, j'ai eu le cas récemment sur un burn-out élevé. Et j'ai eu encore la semaine passée plusieurs patients qui étaient avec des taux de cortisol libre calculés le matin 2 à 3 fois trop bas. Ils n'avaient aucun signe de manque de cortisol. Et finalement, on arrive à la conclusion que ce serait probablement un dosage qu'on devrait faire, c'est le dosage de nombre de récepteurs au cortisol et leur sensibilité. Malheureusement, on n'a pas ces dosages. Donc, on en revient pour la thyroïde à la clinique pure. Donc,
c'est en interrogeant le patient, en passant 10 minutes à poser des questions, qu'on arrive à savoir si c'est bien un manque de cortisol qui est sous-jacent. Donc les dosages sanguins ou urinaires ont une vertu, je dirais, médico-légale, mais dans la clinique, dans la prise en charge thérapeutique, c'est pas ce qui est prédominant, c'est le patient qui est prédominant. C'est comme l'hypothyroïdie, tous les hypothyroïdiens sont tous dans la norme. Et je les traite quand même. Et puis ils vont bien, donc les signes disparaissent. Voilà, donc ça, c'est pour le cortisol. Et concernant les micronutriments, tu peux nous parler un peu détaillé d'autres micronutriments que le magnésium, etc. Oui, alors les micronutriments, j'ai cité tous ceux qui étaient importants, mais ce qui est surtout essentiel à savoir dans les micronutriments, c'est qu'il est important de travailler avec des doses qui ont un effet. Si on parle par exemple de la vitamine D, on ne va pas se limiter aux apports journaliers recommandés de 600 ou 800 unités internationales, on va passer à 8000 à 10 000 unités internationales. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans le cadre de la vitamine D, par exemple, c'est une vitamine qui est tellement importante que on pourrait pratiquement la qualifier d'hormone. Il faut savoir en plus que la vitamine D, on ne l'a pas dans l'alimentation ou que 5%. La vitamine D, elle vient de la synthèse cutanée quand on se met au soleil sans crème solaire. Et donc, à moins de vivre sur les îles et de se balader en maillot monoclinique toute la journée, on ne synthétise pas suffisamment de vitamine D. Donc ça, c'est un exemple au niveau des doses, mais c'est pareil pour tous les micronutriments que l'on a cités, y compris pour les acides aminés. Alors, dans les compléments aussi, il y a quelque chose de très important, c'est la synergie. Quand on donne du 5-HTP, par exemple, on peut donner du 5-HTP seul, mais on peut donner du 5-HTP ensemble avec du rhodiola, du griffonia, du safran. Donc, c'est lui qui va aider le tryptophane à rentrer dans le cerveau et à donner une action positive au niveau cérébral et à éviter les compulsions glucidiques. Donc, toutes ces synergies sont essentielles aussi. Et ensuite, voilà. Et puis ensuite, au niveau des compléments, ce qu'il y a d'important également, c'est la fiabilité du laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédés de fabrication qui peuvent être très différents. Il y a des laboratoires qui travaillent avec l'ionisation, il y a des laboratoires qui travaillent avec des détergents. Donc, ça est essentiel aussi pour avoir des produits de qualité. Il y a la forme physico-chimique de la molécule aussi. La vitamine C et la vitamine peut se retrouver dans différentes formes. Une forme fait dormir, l'autre forme excite, en fonction qu'on a du beau marché ou de la qualité. Et puis ensuite, eh bien voilà, je crois que pour conclure cette vidéo, on peut dire qu'il est vraiment essentiel dans le cadre du burn-out, premièrement, de bien le différencier de la dépression. C'est quand même un phénomène qui concerne les entreprises européennes à un grand niveau, puisqu'elles consacrent, ça leur coûte plus de 20 milliards d'euros par an. Toutes les personnes qui sont mises en burn-out pour 3 mois, 6 mois, 1 an, alors qu'il y aurait moyen de les revitaliser beaucoup plus rapidement que ça, en prenant en charge donc ces différents axes dont nous avons parlé. Premièrement, au niveau médical, purement médical, comme l'hydrocortisone ou l'hormonologie bien équilibrée. Deuxièmement, la micronutrition et psychonutrition avec vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ensuite, la gestion du stress et des émotions et un travail au niveau énergétique pour avoir cette énergie qui circule de façon fluide dans tout l'organisme et qui apporte les micronutriments aux bons endroits. Voilà, prenez soin de tout ça aussi parce que, comme vous l'a dit Marie-Gervais, dans une vidéo aussi, les émotions, c'est comme les piqûres de maringouin, ils peuvent vous piquer une fois, mais vous ruinez toute la journée après. Les émotions et le stress, c'est la même chose. Ils se passent de façon très ponctuelle ou parfois chronique, mais ils peuvent vous ruiner toute une vie après si vous ne faites pas ressortir au fur et à mesure. Voilà, merci à tous pour votre participation à cette vidéo. Merci Dr Résimon. Merci Stéphane. Merci Véronique. Merci Thierry. Merci à vous. Et bonne continuation à tous. Merci. On se parle en coulisses.